Bonsoir à tous et bonne année, je suis ravi de vous retrouver pour cette première de LFNA TV en ce lundi 1er janvier 2024. Bonne année à tous, l'occasion de vous rappeler forcément les classements et donc les événements à venir pour cette année 2024, pour cette première du 1er janvier, c'est parti. On débute avec les dames, honneur oblige. La Coupe de France féminine qui arrive bientôt, vous le voyez. Les 16e de finale, les Girondines feront face au Paris FC, un gros morceau. Le PFC qui est en Ligue des Champions cette année d'ailleurs. Ça se passera le dimanche 14 janvier et on suivra ça avec attention. Du côté des hommes, les 32e de finale de la Coupe de France débutent le week-end prochain. 5 clubs néo-aquitains sont encore en lice. Vendredi prochain à 18h, Pau, pensionnaire de Ligue 2, reçoit une Ligue 1, le FC Nantes. Samedi à 13h, Fabrègues, club de R1, accueille Trélissac, club de National 2. Ensuite, toujours le samedi à 18h, les Girondins de Bordeaux se déplacent sur la pelouse de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Et le dimanche, duel de Nouvelle-Aquitaine entre Bergerac et Libourne à 17h30. Toutes les images et les réactions dans LFNA TV la semaine prochaine. L'occasion pour nous de se remémorer cette magnifique rencontre entre l'Étoile Maritime, club de R1, qui faisait face à Trélissac, 2 niveaux d'écart. C'était le 7e tour, match qui avait été dédié à Najib Akaniche, dirigeant et coach adjoint de l'Étoile Maritime, décédé quelques jours auparavant cette rencontre. Reportage de Théo Rodriguez. Journée spéciale pour l'Étoile Maritime, l'occasion pour eux d'écrire encore plus leur histoire, mais également de rendre un bel hommage à leur entraîneur adjoint Najib Akaniche, décédé il y a quelques jours. Cette journée, elle débute premièrement à Étré, précisément au stade municipal où les joueurs se sont rassemblés pour une collation, se détendre et faire retomber la pression avant la causerie de l'entraîneur, Johan Chauveau. C'est important ces moments de cohésion avant une rencontre comme celle-là? Ouais, c'est sûr, c'est important de se retrouver avant le match. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, la solidarité, les moments d'échange comme ça. Donc voilà, avant d'être une équipe de foot, on est une bande de potes et voilà, ces moments-là, ça fait totalement partie de notre routine, c'est super important. Ouais. Comment vous le sentez le match? Attendez, je mets mon... Hop. Le match, c'est un match de Coupe de France, motivation plus. En plus, on joue une équipe supérieure à nous sur le papier, donc voilà, on va se donner à 300%. Et voilà, on connaît le contexte, on a perdu un grand frère la semaine dernière, donc ça va être une motivation supplémentaire. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs techniques ou autres, mais se donner à 3000%, c'est le mot d'ordre du jour. C'est bien passé cette semaine d'entraînement? Ouais, franchement, c'est bien passé. Après, c'était compliqué vu l'événement qui nous a touchés tous la semaine dernière. Donc forcément, il y a eu ça qui est venu par-dessus tout parce que cet événement-là, pour nous, il est plus important que le match. Maintenant, voilà, on a pris le temps de parler tous ensemble, se dire les choses, que ça soit clair, qu'il y ait cet événement-là et pour lui rendre hommage, mais aussi qu'il y ait le match. Donc maintenant, voilà, on a su prendre le temps pour faire la part des choses et maintenant on est focus sur le match et à ce niveau-là, c'est clair pour tout le monde. Ce match, vous allez vous en rappeler toute votre vie, c'est sûr et certain. Ce match, il va marquer votre carrière de joueur et il va vous marquer humainement, il va vous marquer en tant que personne, en tant qu'être humain. Okay. Alors malheureusement, quand vous vous en rappellerez, il y aura de la tristesse. Quand on s'en rappellera, on aura un peu de peine, un peu de chagrin, c'est sûr. Ça ne doit pas être que ça aujourd'hui, les gars. Ça ne peut pas être que ça. Il faut vous rappeler que vous aurez fait quelque chose de grand, sportivement et humainement. Ok, les gars? Sportivement, c'est accéder au 8e tour de la coupe. Okay. Humainement, c'est rendre le plus bel hommage qui soit à Najib. C'est ça le match d'aujourd'hui. Concentration, communication. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas joué. Le début du match, attention. Ok ? Attention au début du match, les gars. Manque de repères, manque de certitude. Ok ? On ne se tire pas une balle dans le pied tout de suite. Donc on est focus dès le début. Grosse concentration. Ma crainte, c'est juste comment vous allez
gérer toutes ces émotions. Il va y avoir plein de monde. Le contexte, je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez tous. Comment vous allez appréhender ça? Ok? Ça doit être une force. Toutes ces émotions-là, tout ce qu'il y a, ok? Ça doit être une force. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous paralyse, qui nous fait peur. Et ça ne doit surtout pas être quelque chose qui nous fait dégoupiller. Il est hors de question, les gars, et je pense que Sadio et moi, on ne pardonnera pas ça. Tout le reste, on peut pardonner, mais pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui sort sur un mauvais geste ou une connerie parce qu'il n'a pas tenu ses nerfs. Interdiction absolue. Et je ne parle pas du résultat. Ok? Je parle de pour qui on fait ce match. Donc ça doit être bien dans votre tête. Il y a des émotions, ok. Vous respirez un bon coup et on gère ça. C'est le seul truc qui nous inquiète. Le foot, vous êtes prêts. Najib, il avait confiance. Sadio, il a confiance. J'ai confiance à 2000%. Je pense que les gens qui sont là, ils ont confiance en vous aussi. On sait qu'on va passer. On donne rien. On leur donne que dalle. Ok? Dès le début. Dès le début, costaud dans les duels. Impact physique. Tout le monde. De Léon à Ibrahim. On leur montre qu'aujourd'hui, ça va pas être confortable. Ça va pas être confortable du tout. Déjà, ils vont arriver, ça va être hostile comme terrain. Ils vont pas être les bienvenus. Et sur le terrain, c'est pareil. Ils doivent sentir direct. Ça va pas bien se passer pour eux. On n'a pas peur de jouer. On n'a pas peur de jouer. Mais peur de quoi d'ailleurs? Peur de quoi, les gars? De rien. Peur de rien. La semaine dernière, la vie, elle nous a rappelé que, voilà, il y a des choses plus importantes que ça. Donc on n'a certainement pas peur de jouer un match de foot. Vous leur montrez, ok? Il n'y a pas de division aujourd'hui. Vous leur montrez que vous savez jouer au foot. Ça combine et après, bim, devant on a des fusées, des mecs techniques, combinaison au milieu et bim sur les côtés, bim devant. Et on y va. Et on leur fait mal. À chaque fois qu'on y va, c'est marqué en dessous, volonté de faire mal. Efficace. Tout ce qui traîne, je vous fais chier avec ça la semaine, tout ce qui traîne, ça doit aller au fond. Pas de regret, les gars. S'il y en a une seule en 90, il faudra la loger. Et nous, derrière, on ne prend pas. Prenez du plaisir. Rendons le meilleur des hommages à Najib. Et bon match. Allez. Vous les avez sentis concernés? Ouais. À part le petit souci de portable, comme d'hab. Non, sinon, ouais. Ouais, tout le monde est concerné. Tout le monde était concerné toute la semaine. Et voilà, on sait ce qu'on a à faire. Direction La Rochelle, désormais au stade François-Le-Parcot, où se jouera enfin le 7e tour de Coupe de France entre l'Étoile Maritime et Trélissac après 2 reports. Une régionale 1 contre une nationale 2, mais attention, en Coupe de France, rien n'est fait. Les deux clubs se connaissent déjà, ils se sont affrontés l'an dernier pour la même occasion, mais c'était au 5e tour. Et Trélissac s'était imposé sur le score de 4-1 au stade Marc Garnier de La Rochelle. Cette fois-ci, ça se passe aussi à La Rochelle, mais dans une enceinte différente, au sein du mythique stade François-Le-Parcot qu'il a fallu batailler pour avoir. Mais l'Étoile Maritime a eu gain de cause et elle jouera bel et bien devant son public ce samedi. Ça, les supporters en sont bien évidemment ravis. On écoute Gabriel, l'un des fervents supporters de l'Étoile Maritime. Alors les enjeux sont très importants, ça va être un peu compliqué parce que l'équipe elle a 2 niveaux au-dessus de nous. Ça reste la Coupe de France. Mais bon, ce match on va jouer pour Najib. On va jouer pour Najib et je pense que ça les joueurs ils ont bien compris. L'esprit qu'il faut aborder aujourd'hui pour le match, il faut vraiment être pensé à Najib. Et comme on le fait à chaque fois, quoi, pour l'équipe et pour le club. Par les années précédentes, il y a des équipes de notre niveau ou un niveau au-dessus de nous qui ont réussi à faire de très beaux parcours. Et on se dit pourquoi pas nous. Vous allez mettre le feu dans les tribunes? On va espérer mettre le feu tout en restant dans la joie et la bonne humeur. Et surtout aujourd'hui dans les tribunes ça va être pour Najib. Comme je vous l'ai dit, c'est pour Najib, pour Najib, pour Najib. Puis après on verra par la suite si ça va le faire quoi. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse. Une minute d'applaudissement va pouvoir être donnée en hommage à leur ancien entraîneur adjoint. Merci Najib. Merci Najib. Merci Najib. Merci.
S'en est suivi un coup d'envoi fictif donné par la fille de Najiba Kanish, accompagnée de l'international français et joueur du stade Rochelet, Teddy Thomas. C'est parti au stade François-Le-Parcot pour ce 7e tour de Coupe de France. Corner pour Trélissac, c'est envoyé dans la boîte mais ce ballon est dégagé par la défense de l'Étoile. Ça retombe dans les pieds de Grain qui centre ce ballon à son tour. Vienne repousse de la tête et ça retombe dans les pieds de Bisson qui rate sa volée mais ça profite encore au Trélissacois. Gabriel va frapper à une touche mais Colli fait un très bel arrêt. Trélissac à l'attaque, Diakité reçoit le ballon, il s'avance et frappe. Mais c'est trop enlevé. Les Trélissacois enchaînent les situations dangereuses en ce début de rencontre. Grain lance Nanaga Sagonga en profondeur dans la surface, mais Derkaoui fait un magnifique le tacle salvateur. Coup franc pour l'Étoile Maritime, c'est frappé dans la boîte. Navo est gêné par le rebond. Bouriba saute plus haut que tout le monde et reprend ce ballon de la tête. Ça finit au fond des filets. L'Étoile Maritime ouvre le score dans ce match. Les Trélissacois tentent de réagir. Diakité slalom dans la défense adverse. Il décale Samba Ndoudi sur sa droite pour un face-à-face. Colli fait un superbe arrêt mais ça profite à Diakité qui frappe. Mais encore une fois, Derkaoui fait un tacle salvateur pour dégager ce ballon en corner. Coup franc joué rapidement, ça combine bien entre les joueurs de Trélissac jusqu'à Grain qui prend sa chance du gauche mais ne cadre pas. Diakité est trouvé côté gauche. Il temporise et centre ce ballon dans la surface pour Nagaga Sagonga qui n'a plus qu'à finir. Trélissac égalise, ça fait un partout. Une 2 entre Diakité et Nagaga Sagonga. Il décale Grain sur son pied gauche et frappe, mais Vienne en dernier rempart empêche ce ballon de franchir la ligne. Fin des 45 premières minutes, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur un score d'un but partout. Au retour des vestiaires, Trélissac continue de pousser. Bisson est alerté côté droit, il centre ce ballon pour Diakité qui manque sa tête. Michaud est là pour couper au second poteau, mais malheureusement, sa tentative n'est pas cadrée. Bouriba est retrouvé dans le rond central, il a de l'espace et lance Diallo dans la profondeur qui envoie ce ballon au fond des filets. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ce but est refusé pour une position de hors-jeu. Ça combine entre Grain et Nanaga Sagonga qui prend sa chance du droit. Mais Colli se couche facilement sur ce ballon. Zayen est lancé côté gauche, il centre. C'est dévié de la tête. Lacroix qui reprend de voler mais ça frôle le montant. Possession Trélissacoise, Potier est lancé dans le dos de la défense de l'Étoile. Il prend sa chance mais bute sur Colli. Ça profite à Romil qui frappe du gauche et va conclure cette occasion. Derkaoui n'était pas loin d'empêcher ce ballon de franchir la ligne. Mais ça fait 2-1. Trélissac prend l'avantage dans cette rencontre à quelques minutes du coup de sifflet final. Dernière possession de ce match, l'Étoile Maritime joue son rôle à fond. Zayen gagne du terrain et décale Lacroix côté gauche. Il centre mais c'est repoussé par la défense de Trélissac. Ça retombe dans les pieds de Latrache qui frappe à 25 mètres. C'est au fond des filets. Le gardien n'a pas bougé. L'Étoile Maritime égalise à la dernière seconde du match. C'est l'explosion en tribune. On se dirige tout droit vers une séance de tir au but. L'arbitre donne le coup de sifflet final, 2 partout à l'issue des 90 premières minutes. Les deux formations vont devoir se départager par une séance de pénalty. C'est l'Étoile Maritime qui va frapper en premier. C'est Djelida qui s'y colle. Il s'élance et trompe le portier Trélissacois, 1-0. Hamdi pour la réponse, c'est transformé petit filet gauche. Lacroix désormais. Contre-pied, parfait. Potier à la baguette. Côté gauche une nouvelle fois. Derkaoui, le petit pas d'élan. Poteau, c'est manqué pour l'Étoile Maritime. Gadji pour prendre l'avantage. Ça ne tremble pas. 3-2 pour Trélissac. Au tour de Vienne. C'est arrêté par Navo. La victoire au bout du pied de Gabriel. C'est au fond. Trélissac s'impose dans ce match après une séance de tir au but sans faute. La belle épopée s'arrête au 7e tour pour l'Étoile Maritime qui n'a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. Mais malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin.
Yacine Djelida, le défenseur de l'Étoile Maritime, est particulièrement fier de ses coéquipiers et surtout de l'hommage rendu à Najib Akaniche. On l'écoute. Sur le match, je pense qu'on a été bon. On a respecté les consignes du coach. On s'attendait à un match comme ça. Donc une équipe forcément qui maîtrise un petit peu plus que nous et qui peut aller très vite dans les 30 derniers mètres. Donc je pense que le but qu'on a marqué nous a fait du bien aussi. Et après sur une séance de pénaux, on sait bien il y a un gagnant, un perdant et ça s'est fini comme ça. Mais voilà, on est content aussi qu'il y a eu une réaction aussi de l'équipe en deuxième mi-temps quand on était mené. Surtout pour l'hommage. Donc là vraiment on voulait pas, il n'y avait pas cette histoire de niveau ou autre. Nous, peu importe l'adversaire, là vraiment on voulait faire un beau match, respecter les consignes et surtout rendre hommage à notre frère. Ouais, bien sûr, d'en arriver là, 7e tour, une N2, à domicile en plus. Et vu un peu le scénario, le match qui a été reporté 2 fois, etc. Donc c'est une belle aventure. Donc franchement, tout le groupe peut être content et moi le premier. On sait que le plus important, c'est le championnat. On le dit tout le temps, mais la coupe, on a quand même envie de la jouer. Donc là, c'est bien que ça se termine aussi. Et on a un long championnat qui nous attend, beaucoup de points à aller chercher. Donc là, maintenant, on va être focus vraiment sur ça. Bon, il y avait un contexte assez particulier aujourd'hui avec ce décès. Bon, on avait quand même à cœur de gagner ce match. On savait que ça allait être compliqué, ça l'a été jusqu'à la fin du match. Mais le plus important, c'est la qualification. On fait du foot, c'est pour ça. Donc ça va être pareil, contexte compliqué. C'est les matchs de coupe, c'est tout le temps comme ça. Il faut être à fond et voilà. On va donner le maximum pour passer encore ce tour. Du côté des jeunes, les 32e de finale de la Coupe Gambardella auront lieu le week-end du 13 et 14 janvier. 4 clubs de Nouvelle-Aquitaine concernés. Samedi 13 janvier à 14h30, les jeunes de Trélissac seront opposés à Guingamp, vous le voyez. Dimanche 14 janvier à 11h, les Girondins de Bordeaux se déplaceront sur la pelouse de Lorient. À 14h30, Linard, Nersac, Fléac, club de Charente, ira à Blois. Et enfin, la belle affiche entre les surprenants jeunes des Croisés de Bayonne face à l'AS Monaco, vainqueur lors de l'édition précédente. L'occasion d'entendre à nouveau Lionel Cabot, directeur sportif et co-président des Croisés de Bayonne, qui nous parle des jeunes notamment. On avait déjà atteint les 32e de finale, ça remonte, c'était avec la génération des joueurs 76-77 en 1996. Voilà. On avait joué Aurillac en 32e de finale, où on avait perdu. Maintenant, là, on rencontre, on peut pas rêver meilleur tirage. C'est un tirage qui nous a fait rêver. On prend l'AS Monaco, comme tu le dis, tenant du titre. On va pas rappeler club formateur de qui actuellement est l'un des meilleurs joueurs au monde français, donc Kylian Mbappé. Et puis, si on remonte un petit peu sur d'autres générations, les Thierry Henry, les David Trezeguet, pour nous, c'est pour les garçons surtout et pour les coachs que sont Marc Lemoine, Christian Larsabal et Louis, c'est inespéré, quoi. C'est inespéré, mais c'est le fruit de leur travail aussi. Ils se sont donné les moyens d'arriver là et ils ont été récompensés et de quelle manière. Et aujourd'hui, l'équipe jeune donc des Croisés de Bayonne jouera le dimanche 14 janvier face à l'AS Monaco. Comment ça se prépare ? Les jeunes là sont... Alors bien sûr, il y aura les fêtes, mais ils sont déjà dans la préparation de ce match. On sent que les dirigeants pensent à cette rencontre. Bon alors, tu te doutes bien que les réseaux sociaux ont fonctionné à plein depuis jeudi 12h30. Nous, de notre côté, on va faire en sorte que ce soit inoubliable. C'est déjà inoubliable pour les enfants, pour les joueurs qui vont participer, mais on va faire en sorte que ce soit une belle fête du football et que ce soit inoubliable pour tous les composants du club, que ce soit les joueurs, les joueuses, les dirigeants. Et bon, effectivement, on est en train de préparer ça au mieux pour recevoir dans les meilleures conditions possibles l'AS Monaco, parce qu'on se doute qu'il va y avoir du monde. Contre Colomiers, il y avait 400 personnes au stade, sur notre petit stade de la Floride, et c'était plein, avec une ambiance magnifique. Il y a des photos qui sont sorties. Bon, c'était super sympa à vivre. Pour les joueurs, je pense, qui sont sur le terrain, parce qu'ils sentent qu'ils ont le public derrière. C'est rare pour eux. En 18h, on a rarement du public comme ça, cette ambiance-là. On va pas trop parler de fumigène et tout, mais bon, c'était une ambiance vraiment
bon enfant. Voilà, ça s'est très très bien passé et on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour sportivement préparer cette réception de l'AS Monaco. Mais ça, c'est les coachs qui vont s'y préparer, qui vont préparer les enfants de la meilleure des manières. Et puis après, nous, de notre côté, on va faire en sorte que ce soit une belle fête du football pour ce 14 janvier. Du côté du futsal, la Coupe nationale, le trophée Michel Muffa-Joly. Les 32e de finale, le groupe C, vous le voyez, ça se jouera le samedi 20 janvier. La Bastidienne fera face à Lorient. Thouars Foot 79 jouera face à Châteauroux. Et l'AJ Aulnay sera opposé à l'Oudéa Kermine. L'occasion pour nous de se remémorer ces finales régionales à Maran le samedi 16 décembre dernier, où le futsal était à l'honneur toute la journée. C'est raconté par Théo Rodriguez. Journée totale futsal ce samedi au gymnase intercommunal Onis Atlantique de Maran, où se sont déroulées les phases finales régionales de la Coupe nationale de futsal. Un déroulement bien précis que détaille Robert Curida, le président de la commission futsal de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Alors à Maran, aujourd'hui, nous avons la finale régionale de la Coupe nationale de futsal. C'est-à-dire que les gagnants de la journée seront qualifiés pour disputer les 32e de finale au niveau national. Le déroulé exact de la journée, vu que nous avons le premier match qui a été annulé pour cause de forfait, le déroulé, il y aura le tournoi de jeunes U14, U15 qui se déroule actuellement, où il y aura en début d'après-midi toutes les finales de ce tournoi de jeunes. Ensuite, ils auront droit à des récompenses. Et ensuite, le premier match de qualificatif opposera le Girondin Futsal au club de Thouars. Donc le gagnant sera qualifié pour le 32e. Et ensuite, à 18h, se déroulera le match entre Aulnay et le club de Tis. C'était important parce que la Ligue souhaite justement décentraliser, avoir un petit peu, être dans toute la Ligue des Nouvelles-Aquitaine pour promouvoir le futsal. Et là, nous sommes dans la région, on va dire, entre guillemets, nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est très bien parce qu'on veut montrer ce qu'est le futsal à un maximum d'équipes, un maximum de clubs. C'est-à-dire que je ne conçois pas et nous ne concevons pas une finale, sèche, qu'une finale senior. Ça aurait été possible de faire ça, mais nous associons toujours des jeunes, ou si c'est possible, mais là ça n'a pas été possible, des jeunes filles dans l'organisation. Parce que justement, on veut montrer que le futsal n'est pas qu'un club de seniors, de garçons seniors, et qu'il y a plein de jeunes qui veulent aujourd'hui jouer au futsal. Vous l'avez compris, les U14 ont entamé la journée avec un tournoi organisé en collaboration avec le FC Nord 17. La matinée était consacrée aux phases de poule où 6 équipes ont tenté de se qualifier pour les phases finales. Elles étaient séparées en 2 poules. La poule Mbappé composée du FC Nord 17, de l'US Aigrefeuille et du FC Rété. Une seconde poule nommée Giroud, composée de Châtelaillon, des Sables d'Olonne et de Caponis à SPTT. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales étaient donc Châtelaillon, les Sables d'Olonne, le FC Nord 17 et l'US Aigrefeuille, à l'issue desquels Châtelaillon et les Sables d'Olonne se sont qualifiés pour la finale. Les Sables d'Olonne remportent donc le tournoi U14 après une finale maîtrisée du début jusqu'à la fin. Une journée symbolisée d'un véritable succès, assure avec fierté Vincent Baluet, le vice-président du FC Nord 17, on l'écoute. Déjà, avant tout de faire le bilan, je tiens à remercier tous mes bénévoles parce qu'aujourd'hui, sans bénévoles, le football et les clubs de foot n'existeraient pas.
Cet événement a mis en valeur le futsal, le foot en général, la convivialité, la rigueur et la compétition qu'on demande à tous nos enfants et à tous nos pratiquants de football. Recevoir un tel événement à Maran, c'est très plaisant pour nous parce qu'aujourd'hui on a monté notre section futsal en Charente-Maritime. Le futsal est un sport qui est très précurseur sur la France. Aujourd'hui on va essayer de recevoir la Coupe d'Europe futsal. On s'est qualifié, l'équipe de France s'est qualifiée pour la coupe du Monde. Mais avant tout, sur notre territoire, recevoir un tel événement, c'est très important. Le FC Nord remercie la Ligue de nous avoir fait confiance, ainsi que le district pour la marque de confiance à notre club. Le tournoi jeune désormais est terminé, place au final régional de la Coupe nationale de futsal. Après le forfait de Pessac, la Bastidienne Futsal est le premier club néo-aquitain qualifié. Le premier match de cette journée opposera donc les Girondins Futsal au club de Thouars. Un format assez particulier pour ces phases qualificatives puisque les rencontres se jouaient en demi-temps de 20 minutes de temps effectif. Session pour les Thouarçais en ce début de rencontre, mais le portier girondin enchaîne les belles parades. Les Girondins qui vont réagir, mais El Mnaour oublie son coéquipier à gauche et va buter sur le portier Thouarçais. Ça combine bien entre les joueurs de Thouars, Camara qui retrouve Duré, mais encore une fois, but sur le portier. Il pousse les joueurs de Thouars devant l'entrée de la surface pour Camara, mais qui rate sa talonnade. Corner pour Thouars, Camara qui est une nouvelle fois retrouvé pour une talonnade. Et cette fois-ci, ça finit au fond des filets. Thouars ouvre le score dans ce match. Récupération de balle pour les Thouarçais pour Camara qui frappe, mais Da Silva laisse traîner son pied. Ils enchaînent les situations dangereuses, les Thouarçais, pour Ndiaye. Mais encore une fois, but sur Da Silva. Gourceau est lancé dans la profondeur. Il s'avance et frappe du droit, mais rate le cadre. Giropo est retrouvé côté droit. Et là, un 2 contre 1 décolle pour son coéquipier Eyo, qui n'a plus qu'à finir. Réduction de la marque. Touche pour les Girondins. Giropo qui est retrouvé et frappe du droit. Ça termine au fond des filets. 2-1 pour les Girondins. La réaction ne se fait pas attendre. Cheng frappe du rond central, c'est contré. Et derrière, Ndiaye qui reprend ce ballon et envoie un missile en lucarne, 2-2. Fin de la première mi-temps, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score de 2 partout. Retour des vestiaires, Duré est retrouvé côté droit et temporise et frappe du droit. Mais Da Silva fait une belle manchette. Camara côté gauche qui frappe mais trouve la transversale. Cafouillage dans la défense, girondine, le ballon qui traîne dans la surface. Ça profite à Camara qui frappe et touche le montant, mais Duré derrière la reprend. Et l'envoie au fond des filets. Thouars prend l'avantage dans ce match. Duré une nouvelle fois qui reçoit ce ballon. Il s'avance et frappe, mais ça frôle le montant. Ndiaye part en solitaire, il s'avance, crochette le premier défenseur et frappe. Mais Da Silva sort ce ballon. Touche pour les Thouarçais, ce ballon qui est envoyé dans la surface. Mauvaise anticipation du portier girondin. Ça profite à Camara qui n'a plus qu'à finir. Ça fait 4-2. Ndiaye côté gauche qui change d'aile pour Camara qui la remet en retrait à Duré et frappe. Ça finit encore une fois au fond des filets. Thouars prend le large. 5-2. Bonne lecture de jeu de Duré qui récupère ce ballon, il s'avance et frappe du droit, mais Da Silva la repousse, ça retombe dans les pieds de Cheng qui peut se retourner et frapper, mais ça passe au-dessus. Ndiaye qui anticipe bien cette passe, il a un boulevard devant lui, crochette le portier, fini du droit, ça fait 6-2. Coup de sifflet final, les Thouarçais s'imposent sur le score de 6-2 face aux Girondins Futsal. C'est donc la deuxième équipe néo-aquitaine à se qualifier pour les 32e de finale. Joshua Duré, le capitaine de cette équipe thouarçaise, ne peut être que fier de ses coéquipiers, on l'écoute. C'est incroyable ce qu'on vit, là, la Coupe de France, c'est une étape qu'on n'avait pas encore réussi à aller aussi loin. Donc je félicite mes coéquipiers avant moi, avant tout le monde. Même toutes les personnes qui sont venues, là on était une vingtaine de supporters et on espère recevoir à la maison une belle affiche. La première mi-temps, on rentre très très bien dans notre match, plus que notre adversaire je pense. Par contre on a manqué d'efficacité offensive, heureusement on a eu beaucoup d'efficacité défensive. Malgré tout on voit l'écart de niveau entre les deux équipes parce qu'ils ont été très efficaces offensivement contrairement à nous. Leurs gardiens les laissent dedans. Donc on arrive malgré tout à revenir, je pense qu'il fait la diff c'est revenir à 2-2 avant la mi-temps et à la fin on a tout remis en place à la mi-temps et on a eu plus de réussite en deuxième.
Deuxième rencontre de ces phases finales régionales, la JO aulnaisienne était opposée au TIS FC pour conclure cette journée de futsal. 2 divisions séparent ces 2 clubs et en coupe tout est possible et ça, les joueurs le savent très bien. Les acteurs sont prêts, l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Dumais reçoit ce ballon dans l'axe, il crochette le premier défenseur et prend sa chance du droit. Ça finit au fond des filets, TIS ouvre le score très tôt dans ce match. Les Aulnaisiens vont tenter de réagir, Bellé côté droit, frappe du droit, mais Cornu fait un bel arrêt. Dumais est lancé une nouvelle fois, il décale Joubert, ça lui retombe dans les pieds mais Bellé sauve les siens. TIS part en compte, Guéret voit le portier, Aulnaisien avancé, il tente le lob, ça finit au fond des filets, TIS mène 2-0 dans ce match. TIS récupère le ballon, Michaud s'avance côté gauche, il frappe du gauche. Ça retombe dans les pieds de Forger qui frappe à son tour, mais encore une fois, but sur Barthaud. Sur le corner, Michaud retrouve Clémentier, frappe premier poteau. Il nettoie la lucarne et ouvre son compteur lui aussi dans ce match. TIS mène 3-0. Les Aulnaisiens vont tenter de réagir 1-2 entre Diop et Jicaillot pour la frappe qui trompe la vigilance de Cornu. Aulnay réduit la marque dans ce match. Fin de la première période, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, TIS mène 3-1. Au retour des vestiaires, Perruchon décale Bellé, côté gauche qui frappe ce ballon et trouve la lucarne opposée. Aulnay recolle à 3-2. Il pousse les Aulnaisiens pour égaliser. Perruchon côté droit retrouve Diop qui décale à son tour Diop et frappe. Ça finit au fond des filets, 3 partout. Bellé dans l'axe retrouve Santa Agueda côté gauche qui enroule de son pied gauche et trouve la transversale. Santa Agueda lance Diop dans la profondeur pour un face-à-face avec Cornu. Il gagne son duel et permet à Aulnay de prendre l'avantage dans ce match, 4-3. Perruchon pour Nagy côté droit qui centre au second poteau pour Hérault qui n'a plus qu'à finir dans les cages vides. Aulnay mène de 2 buts. Touche pour Aulnay 1-2 entre Jicaillot et Diop qui se trouve dans une position excentrée mais parvient tout de même à trouver le chemin des filets avec l'aide du poteau. Aulnay mène 6-3. Ario lance Zog côté gauche pour essayer de garder espoir. Il trompe la vigilance de Serrier et TIS recolle à 6-4. La réaction de l'Aulnaisien ne se fait pas attendre. Bellé fixe Cornu pour décaler Diop. Il n'a plus qu'à la pousser au fond. 7-4. Ario gagne son duel côté gauche face à Santa Agueda. Il frappe du gauche mais trouve Perret sur sa trajectoire. Ça retombe dans les pieds de Dumais qui n'a plus qu'à finir. 7-5. 1-2 entre Zoc et Ario pour la frappe du droit. Ça finit au fond des filets. Match complètement fou. TIS n'est plus qu'à un but d'égaliser. Ario prend ses responsabilités en solitaire et crochette Hérault et frappe du gauche. Ça finit au fond des filets. Il ne restait que quelques secondes dans ce match. Et TIS recolle à 7 partout. Il faudra donc se départager aux prolongations entre ces 2 formations au terme d'une rencontre à 14 buts. Zoc temporise face à Santa Agueda, il frappe du droit, mais trouve le montant. Perruchon trouve Diop dans l'axe pour Santa Agueda qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 8-7, Aulnay prend l'avantage dans ses prolongations. Mi-temps de cette prolongation, à la pause, Aulnay mène d'un but. Coup franc direct pour TIS, Zog à la baguette, il trompe le portier, 8-8. Bellé à son tour pour un coup franc direct, 9-8. Aulnay reprend l'avantage dans ce match. Ario transforme à son tour un coup franc direct à quelques secondes de la fin de ce match. 9 partout, on se dirige tout droit vers une séance de pénalty. Fin de ces prolongations, il faudra donc une séance de tir au but pour départager ces 2 formations. Ario est le premier tireur de cette séance. 1-0. Bellé pour la réponse. 1 partout. Clémenti désormais, ça passe. Hérault pour égaliser. 2 partout.
Forger pour reprendre l'avantage. C'est arrêté par Serrier. Diop face à Cornu. Ça passe. Zoc n'a pas le droit à l'erreur. C'est au fond. Diop à son tour. C'est arrêté par Cornu. Autour des portiers de s'illustrer. Cornu premièrement. Ça passe. Serrier en second. Ça passe également. Michaud pour la mort subite. C'est au fond petit filet. Jicaillot pour la réponse. Ça passe. Joubert désormais. Il bute sur Serrier. La victoire au bout du pied du capitaine Santa Agueda. Il ne tremble pas. Aulnay se qualifie pour les 32e de finale de cette Coupe nationale de futsal. Ils rejoignent donc la Bastidienne et Thouars pour les clubs néo-aquitains. Un match que les joueurs de Tis ne sont pas prêts d'oublier, assure Charlie Clémenti, joueur de l'équipe de Tis FC. Un match incroyable. Je pense qu'on s'est montré à la hauteur. Nous, on voulait prendre du plaisir et s'amuser. Et je pense que ça a été le cas. Vu les circonstances du match, de gagner 3 à la mi-temps. Après, on se fait reprendre. Je sais plus, il y a un écart après de 2-3 buts en deuxième. On remonte encore. Là, la prolongation, pareil. C'est la course contre une équipe qui est à 2 niveaux au-dessus de nous. Donc, pour nous, c'est incroyable. Je pense qu'on a été au niveau et l'équipe a répondu présent. Donc, la dose de plaisir était là. Nous, c'est ce qui comptait. Franchement, on s'est éclaté. C'est un merveilleux souvenir. C'était incroyable. On quitte la coupe pour retrouver le championnat avec les dames notamment, la D1 Arkema. La reprise la semaine prochaine, le 9 janvier, Bordeaux mal embarqué, vous le voyez. Les Girondines sont dernières avec 5 points. Elles se déplaceront sur la pelouse du Havre le mercredi 10 janvier. La division 3 désormais avec Mérignac-Carlac en très mauvaise posture. Vous le voyez au classement, ce club qui était pourtant en deuxième division il y a quelques temps. La dernière place, c'est ce 0 pointé en espérant pour cette nouvelle année une victoire pour les Girondines, donc à noter la première place de Toulouse qui avait éliminé en Coupe de France Gradignan. On termine avec la régionale 1 en vous rappelant le classement. Bergerac est leader avec 25 points. Poitiers 3 Cités deuxième avec 19 points. La troisième place avec l'ES La Rochelle 14 points. Talence 4e. Les Genêts d'Anglet 5e. 6e Gradignan. Les Dames de Limoges sont 7e. Le CMO Bassin c'est 8e. Le Pôle Palois 9e. 10e le Pau FC avec 5 points. Trélissac est 11e avec 5 points également. On termine avec les hommes, le classement de la Ligue 2, vous le voyez. Angers est toujours leader, les Girondins de Bordeaux occupent la 13e place avec 22 points. Quant aux Palois, ils sont 5e avec 31 points. Pau qui a pu compter ces derniers temps sur son buteur, l'ancien monégasque Moussa Silla, qui est déjà à 8 réalisations cette saison avec 4 buts sur les 3 derniers matchs notamment. Espérons pour le club qu'il reparte sur les mêmes bases. En national, désormais, les Chamois niortais, seul club de Nouvelle-Aquitaine, se retrouvent un peu décrochés de la première place occupée par le Red Star. Vous le voyez, avec 27 points, Niort est 3e à égalité de points avec Villefranche, 2e. En National 2, le classement après 12 journées, Libourne un temps en tête est désormais 2e avec 20 points, derrière Vendée les Herbiers. Angoulême-Charente FC est 6e avec 17 points. La 11e place pour Bergerac, premier relégable avec 13 points. Juste derrière, on retrouve Trélissac, 12e avec 12 points. En National 3, vous le voyez, les classements des différentes poules avec la poule B et son leader, les Genêts d'Anglet avec 26 points, le Stade Bordelais 6e avec 15 points, la réserve de Pau est 8e avec 12 points. On a également l'Aviron Bayonnais 10e avec 11 points, la réserve des Girondins de Bordeaux 11e, 9 points, l'US Lèche Cap Ferret 12e avec 8 points et enfin Saint-Paul Sport 13e avec 7 points. Dans la poule C, désormais, le Stade Poitvin qui est 2e, 8 longueurs de retard du leader Montlouis. Vous le voyez, donc le Stade Poitvin 2e avec 22 points. On a ensuite Châtellerault qui est 9e avec 14 points. L'AS Panazol qui nous intéresse également 10e avec 13 points. On a l'US Chauvigny 12e avec 12 points. Pour clore ces clubs néo-aquitains, donc dans cette poule C, l'AS Panazol avec Amine Hirab, le coach du club près de Limoges, qui nous donne ses vœux pour 2024. Écoutez. Amine, on est le lundi 1er janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année à venir? Déjà, avant tout, la santé pour tout le monde.
moi, je souhaite compter pour tous mes joueurs, qu'il n'y a pas de blessures, pour les bénévoles, pour voilà, qu'on commence l'année ensemble, on la finit ensemble. J'espère qu'il y aura bien sûr un maintien jusqu'au bout. C'est que le football, c'est un monde très difficile, surtout quand on est entraîneur ou même. Donc, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, et tant mieux d'ailleurs. C'est ça qui me fait pousser vers le haut. Et voilà, tout ce qu'on souhaite pour le club, bien sûr, c'est un bon maintien et recharger les batteries pour la saison d'après. Enfin, la poule D en National 3 avec le FC Choré qui est 8e, vous le voyez, avec 14 points. Et enfin, la réserve des Chamois-Niortais qui est 10e avec 11 points. On passe à la régionale 1 désormais avec la poule A où le FC Bressuire est toujours en tête avec 18 points, suivi du FC Nueil-Laubier, de l'ES Bucérol, de Saint-Jean d'Angély, du Stade Poitevin, l'ES Guérétoise est 6e, le FC Rochefort 7e, l'US Chauvigny 8e, le CA Neuville 9e, l'Étoile Maritime 10e, Toire Foot 79 11e et enfin l'ES La Rochelle clôt ce classement avec cette 12e place. La poule B où le FC Porte-Entre-deux-Mers est leader avec 20 points, suivi du FCE Mérignac-Carlac avec 19 points. Angoulême-Charente FC, la réserve est 3e avec 16 points. Brive est 4e, Boulazac 5e, l'US Senon 6e, le CS Fétia 7e, Trélissac la réserve est 8e, Couzex est 9e, Saint-Médard-en-Jalles est 10e, Nontron-Saint-Pardoux 11e et l'US Lormont 12e. Enfin, la poule C très relevée avec notamment le FC Biganos leader avec 20 points, suivi du Bassin d'Arcachon 2e 18 points, les Croisés de Bayonne 3e avec 17 points, Cestas ensuite 5e pour Mérignac, Larin-Lusien est 6e, Asmur 7e, Iriburico et Inara est 8e, le Stade Montois est 9e, la Jeunesse Villenavaise est 10e, le FC Lescar 11e et enfin la Bred ferme ce classement avec la dernière place et la 12e position. Pour conclure cette émission, je voulais vous parler des arbitres avec notamment ce reportage réalisé par Touami Nassiri. Ce portrait réalisé donc sur le plus vieil arbitre de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle André Pichon, il a 74 ans. C'est le portrait. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a qui me connaissent. Je m'appelle André Pichon, j'habite à Chamétry, je suis marié et je suis à la retraite et j'ai 74 ans. Vous arbitrez pour quel club? J'arbitre pour le club de Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne, et ça fait la 47e saison que j'ai attaqué. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est arrivée l'idée d'arbitrer? Ben, l'idée d'arbitrer, c'est à la suite d'un petit accident en jouant, quoi, un genou, et puis il y a des collègues qui m'ont poussé un peu de venir, et puis le club avait besoin d'un arbitre, alors je me suis laissé tenter, quoi. Ça a été un peu difficile au début, mais bon, avec le temps, on s'y fait, quoi. Quels ont été vos plus beaux souvenirs d'arbitrage? Mes plus beaux souvenirs, ça a été la finale de challenge du district là, à Limoges. Stade de Beaublanc, en levée de rideau d'une finale Coupe de la Haute-Vienne Bessines-Saint-Léonard. C'était un beau souvenir, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la différence qu'il y a au niveau de l'arbitrage entre avant et aujourd'hui? Avant, il y avait du respect, mais maintenant, je vois qu'ils regardent beaucoup la télé, les jeunes. Là. Alors, ils prennent un peu exemple sur les pros, c'est pas bien beau. Il y a plus de paroles qui incitent à la haine que le football, quoi. Je le vois comme ça, moi. Maintenant, je suis pas juge. Merci de nous accueillir, c'est vous. Je découvre tous ces trophées. Ça résume bien cette excellente carrière que vous avez dans l'arbitrage. Oui, j'ai eu des trophées par le district, par le club. Là, cette année qu'on a fêté nos 100 ans de club, ils en ont profité pour me faire la surprise de me fêter moi, pour mes 46 années de loyaux et services, quoi, l'arbitrage. J'ai été récompensé par le district, la ligue, le club, puis quelques amis, quoi. On a parlé de beaux souvenirs, on a parlé de trophées, mais est-ce qu'on peut aussi parler de votre pire match? Ah oui, il y en a un qui m'avait beaucoup marqué et ça me rappelle encore des souvenirs. C'était au Viginal.
Et là, c'était chaud là. Hein. De l'époque où certains joueurs que je ne veux pas nommer parce que bon, ils sont peut-être disparus, mais je ne veux pas faire. Mais ça leur avait pas coûté beaucoup de sanctions aux joueurs parce que le club avait été dissous la même année. Alors, ça n'a pas été un bon souvenir pour moi. Est-ce que vous avez un rituel ou un secret? Ben, les secrets, je n'en ai pas, je ne suis pas comme ça, mais disons que dès que j'ai ma convocation, je suis déjà dans mon match là, et puis tous les jours je regarde les convocations si ça ne change pas, parce que ça arrive à changer souvent, des fois, et je suis toujours un peu stressé, même 1 heure avant le match. Quel conseil vous auriez à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'arbitrage? Mais disons que maintenant, là, c'est plus facile qu'à mon époque, parce que bon, les jeunes peuvent commencer déjà plus jeunes. Ils ont des formations un peu plus poussées que nous, on avait dans le temps, quoi. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui peuvent faire aussi bien le central qu'à la touche. C'est plus facile pour eux, quoi. Ils ont des cours, des entraînements, tout maintenant qui améliorent, quoi. C'est votre 47e saison d'arbitrage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté pour vous durant tous ces moments? Oui, ça c'est sûr que ça a compté un peu, c'est ma femme, quoi. Parce qu'elle m'a supporté quand même, parce que tous les dimanches j'étais parti, ou les samedis. Et puis pour les repas de famille, c'était pas toujours facile, il fallait calculer les matchs aussi que c'était. C'est pas toujours rose, quoi. Mais ça se passait bien dans l'ensemble. Ben moi, le rôle, c'était surtout d'accepter son arbitrage et puis d'être patiente, parce que samedi, dimanche, ben, c'était foot, c'était sport tout le temps. Donc ça fait 47 ans que j'attends tous les dimanches. Exactement, c'est pas bon, mais bon. C'est une fierté aussi pour moi d'avoir un mari comme ça, qu'on parle beaucoup de lui, pour moi c'est ça. Je suis contente. LFNA TV spécial 2024, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec tous les résultats de la Coupe de France avec Benjamin Ramagé. Je vous souhaite encore une bonne année de la part de l'équipe de LFNA TV. Très bonne soirée à tous.